jeu qui amène leur game en dedans de notre game. Hey, la gang, la gang, on est back dans la game. Désolé pour l'intro foirée. Comme je vous ai dit, j'essaie d'être plus tough. Et là, j'ai une webcam qui fonctionne. J'essaie d'être plus tough être plus tough. Je suis tough. Tough avec un big aura. Je m'excuse, je me suis fait mal en disant ça à mon âme. Non, ce que je veux dire, c'est je vais vraiment essayer de faire un épisode le lundi 7h et jeudi 7h. Et on va couvrir le plus de la ligne nationale possible. Plein de choses de bonnes nouvelles dans un sens. Je suis tout capable de faire sur mon laptop. J'ai une webcam qui fonctionne du temps de la pandémie. Et la qualité audio, vidéo est moins bonne que sur mon téléphone, évidemment. Mais ça lag vraiment moins. Puis le délai est beaucoup moins présent. Je le vois à l'écran maintenant. Donc, super épisode aujourd'hui, en fait, parce que je suis vraiment tombé là-dessus. J'étais comme, tu sais, c'est l'expansion de la Ligue de hockey, Ligue de hockey professionnel féminin, la PWHL ou la LHPF. PF, excusez. Je suis trop habitué de le dire en anglais. Et ouais, donc c'est ça. Je voulais vraiment parler de ça. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Comme là, maintenant, je veux que les épisodes soient un peu plus courts, comme entre 20 et 30 minutes, mettons, maximum. Donc, je vous le dis, c'est l'expansion. J'ai voulu la comprendre du premier coup, j'ai pas été capable. Et là, après, j'ai vraiment cherché pour trouver comment quelqu'un me l'expliquait. Puis finalement, c'est un dude, genre, qui enregistre sur un banc sur le bord du chemin avec son petit micro, puis il m'explique comment l'expansion fonctionne en anglais. Donc, je vais prendre un petit temps pour vous l'expliquer. Donc, bear with me. C'est hyper compliqué. Donc, ça va être ça. Puis après, si on a le temps, on va parler des trophées. Trophées qui ont été remis dans la Ligue nationale. On va en parler un petit peu. Ça suscite beaucoup de débats à chaque année. On va revisiter ça un petit peu. Je pense que c'est nécessaire. Et il y a plein de gens qui disent des choses. Il y a des gens qui disent des choses et il faut les explorer. On va dire ça comme ça. Donc, expansion de la Ligue hockey professionnelle féminine. On parle de 6 phases. Donc, c'est complètement différent, en fait, à la Ligue nationale. Et pour que vous compreniez bien, pendant les phases 1 à 4, il y a un gel des effectifs d'expansion qui sera en vigueur. C'est une période où les équipes existantes ne pourront pas effectuer d'échanges ni recruter de joueurs en dehors du processus d'expansion, ni prolonger des contrats en dehors des phases autorisées. Je vous dis ça directement parce que c'est une règle qui englobe 4 phases, puis c'est pas mal la seule règle qui englobe toutes les autres phases. C'est ça. Ça diffère de celle de la Ligue nationale qui est comme 32 équipes, protège un certain nombre de joueurs et tu en choisis une par équipe et voilà, tu as ton équipe. Donc, la Ligue de hockey féminin ne fait pas ça. Il y a une phase de protection, il y a une phase de signature, mais ils ont voulu vraiment donner beaucoup de pouvoir, en fait, aux joueuses de pouvoir signer des contrats plus lucratifs. Donc, commençons avec le commencement, comme on dit si bien par chez nous. Donc, la première phase, c'est une phase assez similaire. C'est la phase de protection. Donc, c'est similaire à la Ligue nationale de hockey, dans le sens que elle est commune lors d'une expansion que dans la... ouais, c'est ça. C'est similaire à la Ligue... Excusez, je me suis laissé des notes, mais je viens de me rendre compte qu'il n'était pas si clair que ça. C'est assez commune, c'est ça, à la Ligue nationale. Tu protèges tes joueurs. Donc, à l'exception que dans la PWHL, les 8 équipes originales, c'est pas les 8 équipes originales, mais les 8 équipes qui sont là en ce moment, vont protéger seulement 3 de leurs joueuses sous contrat. Donc, ou une joueuse qui est RFA, qui est Restricted Free Agent, à qui tu as soumis une offre qualificative. Donc, pour vous donner une idée, la Ligue nationale, Kirby Doc, il est RFA. Donc, si on voulait le protéger, soit un de nos 3 joueurs protégés, il faudrait le qualifier, donc leur signer un contrat de 4 millions de dollars. C'est ce qui lui est dû.
Sauf que, donc, on protège ces 3 joueurs-là qui doivent être sous contrat. Considérant cela, si tu signes un joueur pendant cette phase-là, tu le protèges automatiquement. Donc, tu ne signes pas n'importe qui. Donc, en général, cette étape-là est le but de protéger tes 3 joueurs piliers, mettons. C'est ça. Donc, il faut signer la joueuse avant de la protéger. On va donner un exemple. Montréal, il n'y a pas eu à signer qui que ce soit, en fait. Ils ont seulement eu à protéger leurs joueuses qu'elles avaient déjà. On parle de Laura Stacey, Marie-Philippe Poulain, Anne-Renée Desbiens. On peut prendre, par exemple, Toronto, qu'elle devait signer plusieurs de leurs gros joueurs autonomes. On peut prendre en exemple Daryl Watts, qui était leur top scorers, mais ils l'ont pas protégé. Ils ont décidé de protéger Renata Fast, donc ils ont dû signer Renata Fast pour pouvoir la protéger. Il y a une autre possibilité aussi. Les équipes devaient soumettre une liste de 10 joueurs autonomes qu'elles seraient intéressées de négocier. Donc, toutes les joueuses qui n'avaient pas de contrat jusqu'à présent, toutes les 8 équipes originelles devaient soumettre une liste de 10 joueuses qui seraient intéressées à négocier. En gros, si une équipe ne voulait pas protéger aucune de leurs joueuses, ou en tout cas, ne considérait qu'il n'y avait pas 3 joueuses qui méritaient d'être protégées, avait la possibilité de négocier avec d'autres joueurs autonomes de d'autres équipes pendant la phase 1 et les protéger. Donc, théoriquement, une des 8 équipes existantes aurait pu signer Daryl Watts pendant la phase 1. Personne n'a été signé de cette façon. Mais c'était possible. Ensuite de ça, à compter du 1er juin à midi, heure de l'Est, les 12 équipes de la PWHL sont autorisées à entamer des discussions avec les joueurs figurant sur une liste fixe soumise par chaque club et composée de 10 joueurs avec laquelle elles souhaiteraient négocier. Donc, c'est la liste que je parlais. Donc, je répète, 3 joueurs protégés pour la phase 1. C'est tout. Phase 2. C'est la période de signature initiale des équipes d'expansion. Donc, à la fin de cette phase-là, les équipes d'expansion vont toutes avoir 5 joueuses. Au début de cette phase-là, toutes les équipes d'expansion vont avoir soumis une liste de 20 joueuses autonomes qu'elles souhaitaient recruter. Donc, des joueuses qui ont besoin d'un nouveau contrat pour la saison prochaine. Les joueurs admissibles, ça comprend toutes les joueuses qui n'ont pas été protégées des effectifs de 2025-2026. Ouais, c'est ça. Ah oui, puis c'est en fait, je me suis fourvoyé. C'est pas une liste des 20 joueuses qui n'ont pas été signées. C'est une 20 liste des joueuses autonomes qui se trouvent recrutées. Mais les joueuses admissibles à cette liste-là, c'est toutes les joueuses non protégées des effectifs de 2025-2026. Donc, même ceux sous contrat. Excusez. Le nerf de la guerre de cette phase-là, en fait, c'est les IFO et les FPO. Fait que les IFO, en anglais, c'est le Expansion Foundational Offer. L'offre de fondatrice d'équipe d'expansion. Grosso modo, à protéger juste 3 joueurs, les équipes, il y a des stars qui n'ont pas été protégés. Donc, c'est possible. Donc, quand on dit des stars, on pense vraiment à des cornerstone players, quelqu'un auquel tu vas bâtir autour. L'idée en arrière de ça, c'est que on veut éviter que les équipes d'expansion soient dans le sous-sol de la ligue pendant trop longtemps. Donc, on veut qu'ils soient capables de signer des joueurs auxquels ils vont pouvoir bâtir autour un petit peu et avoir une équipe qui se peut. Concrètement, les IFO, c'est un contrat qui est contraignant, donc obligatoire d'un minimum de 100 000 $ à une joueuse. Les équipes d'expansion vont soumettre une liste de 4 joueuses en ordre de préférence qui souhaitent acquérir. Donc, si tu es une joueuse, on va reprendre un exemple Daryl Watts. Tu es la première sur la liste d'une équipe de cette liste-là et qui tu mets un IFO. Tu es obligé de signer avec cette équipe-là. Par contre, tu peux choisir la durée du contrat. Donc, 1 à 4 ans. Donc, on repense à ça. Une équipe
par exemple Hamilton, signe un IFO à Darrell Watts. Darrell Watts est la seule joueuse numéro 1 sur cette liste-là. Est obligée de signer ce contrat-là de minimum de 100 000 $, mais elle peut choisir, c'est ça, la durée. Si tu es sur la liste de plusieurs équipes, donc il y a Hamilton et Seattle, Vegas par exemple. Vegas et Hamilton, les deux ont mis Darrell Watts première sur la liste. Mais Darrell Watts a le choix de choisir entre Hamilton ou Vegas. Bon. Il y a un incitatif. Si tu décides de prendre un contrat de plusieurs années, tu as un bonus de 20 000 supplémentaires. Bon. Pour vous donner une idée de c'est quoi ces chiffres-là monétaires, seulement 10 joueurs sont payés ce salaire-là ont été payés ce salaire-là la saison passée. Le salaire le plus élevé était à 125 000. C'est Emilia Clarke. On parle d'une offre minimum de 7,24% sur le cap. Donc, quand on remet en perspective, 125 000, c'est le maximum. Et l'offre 100 000 $, c'est 7,24% du cap salarial de la PWHL. Là, j'ai essayé de vous trouver un comparable. C'est quoi 7,24% pour un joueur de la Ligue nationale en tant que cap salarial? Le contrat le plus similaire, c'est Shane Pinto, qui a signé à 7,5 millions pour l'année qui s'en vient. C'était 7,21% à peu près. Ou sinon, on a Quinton Byfield, c'est ça, qui a été signé en 2024-2025 à 6,5 millions. Lui, c'était un peu moins, là, c'était comme 7,15% du cap salarial à ce moment-là, mais vous donner une idée, c'est un peu des contrats à la Byfield et Shane Pinto. C'est bas, un peu, si vous voulez mon avis. Mais bon. Donc, je répète, nerf de la guerre, le IFO, c'est de pouvoir acquérir des joueurs étoiles auxquels ton équipe peut bâtir autour. Il y a un autre type de contrat que tu peux offrir. Les FPOs. FPO. Qui sont des offres aux joueuses fondatrices. C'est un contrat d'un minimum de 80 000 $. C'est équivalent à la prolongation de contrat offert à Mike Matheson à 6 millions de dollars par année pour l'année prochaine. La différence avec le IFO, c'est que ce contrat-là n'est pas contraignant à la joueuse. C'est pas obligatoire. Il n'y a pas de liste. Tu peux l'offrir à tout le monde. Le seul bémol, c'est que les joueurs ils peuvent refuser le contrat. Mais si les joueurs refusent le contrat, ils vont devoir signer d'ici la phase suivante. Mais ça, on va y revenir la phase prochaine. Donc, je répète, il y a deux façons d'acquérir des joueurs, des IFO ou des FPO. Mais il y a aussi une autre façon. Donc, tu peux justement acquérir des joueurs sous contrat en leur soumettant soit un IFO ou un FPO, tels que les joueurs qui sont sur les Entry Level Contract, les ELC. Donc, pour donner un exemple, on peut penser à Nicole Gosselin qui est avec la Victoire de Montréal. On va en parler. Je pense que je vais faire un épisode plus tard, faire un recap de tous les mouvements après l'expansion. Mais donner une idée, Nicole Gosselin était sur son ELC, son Entry Level Contract avec la Victoire. Elle a reçu un autre contrat et elle a accepté ce contrat-là. Ce que ça fait, c'est que ça détruit l'ancien contrat. Donc, les équipes d'expansion peuvent acquérir des joueurs sous contrat ou des joueurs autonomes. Mais si acquérir quelqu'un qui avait déjà un contrat, ça détruit son contrat précédent. On le rappelle, tout ça sur une liste de 20 joueuses que les équipes d'expansion voulaient acquérir. Donc, après tout ça, si une équipe, à la fin de cette phase-là, si une équipe n'est pas capable d'arriver à 5 joueuses, à la fin de la procédure, il y a un système de sélection qui est similaire à la Ligue nationale qui est enclenché. En gros, tu choisis des joueuses sous contrat jusqu'à ce que tu arrives à 5 joueuses. C'est assez surprenant. Ça serait assez surprenant que ça arrive parce que c'est pas ça l'objectif à la fin de la journée. C'est plus un safety measure que d'autres choses. Et c'est pas avantageux pour les joueuses.
les joueurs se font offrir des contrats plus lucratifs dans la majorité des cas. Donc, c'est ça. C'est beaucoup plus intéressant pour les joueurs de négocier un plus gros contrat, dont Nicole Gosling qui a pu signer un contrat, void son ELC et ainsi avoir un contrat professionnel de la Ligue nationale, de la Ligue nationale, de la Ligue de hockey féminin. Ouais, c'est ça. En somme, pour récapituler un petit peu la phase 2, les 4 équipes d'expansion vont avoir 5 joueuses à la fin de la phase, leurs 5 premières joueuses, qu'elles vont avoir signées à l'aide d'un IFO ou de plusieurs FPO. Il va y avoir un mini-draft si tu n'arrives pas à 5 joueuses. Et tu peux seulement signer les joueuses issues de la liste initiale de 20 joueurs soumis au départ de la phase 2. Très simple. Phase 3. C'est la période de signature préliminaire. Donc, toutes les joueuses sans contrat et sans protection, dont le contrat arrive à échéance, deviennent éligibles pour négocier avec les 12 équipes de la Ligue nationale. De la Ligue nationale. Faut que j'arrête de dire ça. Avec de la Ligue professionnelle de hockey, la Ligue de hockey professionnel féminin. C'est genre un mini-marché des joueurs autonomes. Donc, les équipes d'expansion vont pouvoir signer jusqu'à 3 joueurs supplémentaires pour arriver à un maximum de 8 joueurs au total. Ils ne sont pas obligés. Mais ils sont plus avantagés parce que plus que tu avances dans les phases, moins que tu as de joueurs. Donc, tu veux profiter quand il y a plus de joueurs sur le marché. Si c'est clair. Les équipes existantes vont devoir ajouter 3 protections supplémentaires pour un total de 6. Donc, ils vont faire ça en protégeant des joueuses signés pour la saison prochaine ou en signant des joueuses avec des contrats qui expirent. Ce qui va les protéger automatiquement. Donc, pour être sûr de comprendre, tu ne peux pas protéger 3 joueuses et en signer 3. Tu protèges des joueuses que tu as déjà signées avant ou tu en signes 3 supplémentaires, ce qui va les protéger. Mais c'est un maximum de 3. Pour arriver à un total de 6 joueuses protégées. Les équipes d'expansion peuvent seulement dans cette phase signer des joueurs avec des contrats qui expirent, au contraire de la phase 2, qui étaient les 20 joueuses totales, qui étaient sous contrat ou pas sous contrat. Ensuite de ça, les joueurs qui ont reçu un FPO dans la phase précédente et qui ont décidé de ne pas signer suite à la phase 2, ils sont obligés de signer dans cette phase-là, la 3. Et ça, c'est à une valeur d'un minimum de 90% de la valeur du contrat du FPO proposé, qui était d'un minimum de 80 000 par année, qui était similaire à Mike Matheson. Donc, ça tombe à comme 74 000 à peu près. Donc, un peu en bas de ça. Pas un mauvais. Toute proportion gardée, c'est pas... considérant le capit, c'est pas un mauvais contrat dans le sens. Mais on tombe, c'est ça, 74 000. Et c'est la fin de la phase 3. Phase 4, c'est la période de signature des extensions. Donc ça va amener les équipes d'expansion à 10 joueuses. Donc, ils vont commencer la phase 4 avec 5 ou 8 joueuses, tout dépendant si on décide d'en signer 3 dans la phase précédente ou 1 ou 2. Toutes les joueuses qui n'ont pas signé toutes les joueuses qui n'ont pas été signées ou protégées dans la phase 1 à 3 sont éligibles à signer avec une équipe d'expansion. Donc ça inclut les joueurs signés et non signés. Si une joueuse qui était sur ta liste donc pour les équipes d'expansion, qui ont soumis des listes de 20 joueuses, mais si une joueuse qui était sur ta liste de 20 joueuses soumis dans la phase 2 et que tu n'as pas été capable de la signer dans la phase 2 ou 3, tu ne peux pas la signer pendant la phase 4. Si les équipes d'expansion n'arrivent pas à 10 joueuses, c'est le même scénario que la phase 2, si je me souviens bien, c'est un mini-draft qui sera mis en place. Fin de la phase 4. La phase 5, c'est la période de renouvellement de contrats exclusifs pour les équipes actuelles.
c'est la phase la plus évidente et la plus facile. C'est la période de... Je me suis écrit resignement, mais ça n'existe pas. C'est le off-season... c'est un off-season normal pour les équipes actuelles. Tu re-signes les joueurs dont les contrats expirent que tu veux garder. Bon, là, il risque d'en avoir beaucoup moins. Fait que les équipes existantes, c'est ça, peuvent négocier et signer leurs joueurs restantes dont le contrat arrive à échéance et qui n'ont pas été signés lors des phases 1 à 4. Les joueurs peuvent choisir de signer avec leur équipe actuelle ou d'attendre la période le marché des joueurs autonomes, des joueurs autonomes. Les équipes existantes doivent faire des offres qualificatives aux joueurs sélectionnés lors du repêchage de 2025 de la Ligue de hockey professionnel féminine, dont les droits sont détenus pour la saison 2026-2027 pour conserver leurs droits, ce qui est commun dans la Ligue nationale. Et ce qui est important de considérer dans la phase 5, c'est que personne change d'équipe. Ensuite de ça, il y a le draft. Et le phase 6, quand même assez simple, c'est le marché des joueurs autonomes. Donc, tous les joueurs admissibles dont le contrat arrive à échéance peuvent signer avec l'une des 12 équipes de la Ligue. Les joueurs non repêchés peuvent également signer avec n'importe quelle équipe de la Ligue. Fait que si tu n'as pas été repêché, ben, tu peux signer avec n'importe qui. On voit ça dans la Ligue nationale, mais c'est souvent quelques années plus tard, puis c'est des joueurs universitaires ou quelque chose comme ça. Les formations de la PWHL sont composées de 23 joueurs actifs et d'un maximum de 3 joueurs de réserve. Donc, ça arrive et c'est la fin, c'est ça, de l'expansion. C'est parce que c'est tout en anglais dans ma tête. Et là, il faut que je traduise au fur et à mesure. Donc, c'est la fin de l'expansion de la Ligue de hockey professionnel féminine en 6 phases. Tout simplement. Un petit rappel des dates là, pour ceux qui veulent suivre un petit peu. Donc, le 28 mai à 15h, c'était la date limite de soumission de la liste de négociation de la phase 1. Donc, les équipes actuelles qui souhaitaient peut-être acquérir des joueurs de d'autres équipes. Le 1er juin, c'était l'ouverture de la période préliminaire de négociation des joueurs de la liste soumise auparavant. 2-3 juin, c'est la phase 1, signature et protection des équipes existantes. 5 au 8 juin, c'est la phase 2. Donc, c'est la période de signature initiale des équipes d'expansion. Donc, c'est là les équipes d'expansion qui vont acquérir leurs 3 premières joueuses. 3 premières. Cinq premières joueuses. Excusez-moi. Donc, c'est là qu'ils vont acquérir leurs 5 premières joueuses, la phase 2. Ensuite de ça, la phase 3, c'est du 10 au 12 juin. C'est la période préliminaire de signature ouverte pour toutes les équipes. Donc, une possibilité... Excusez-moi. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est là que tu peux acquérir jusqu'à 8 joueurs pour les équipes d'expansion. Et c'est là que les équipes existantes vont pouvoir protéger vont devoir protéger un total de 6 joueurs. La phase 4, c'est 14 et 15 juin. C'est la période de signature des équipes d'expansion. Donc là, ça va amener les équipes d'expansion à 10 joueurs. Et ils vont commencer cette période-là entre 5 et 8 joueurs, tout dépendant combien de joueurs ils ont signé dans la phase précédente. Et phase 5, c'est la période de renouvellement, donc qui est le 16 et 18 juin. Et c'est la période qui va avoir, comment dire, aucun joueur change d'équipe pendant cette période-là. C'est comme le off-season resign phase très normal qu'on voit dans la Ligue nationale. Le 17 juin, c'est le repêchage de la Ligue de hockey professionnel féminine. Et la phase 6, c'est à partir du 19 juin. Et c'est le marché des joueurs autonomes. Donc, finalement, ça a duré 25 minutes. J'espère que ça a été clair. Ouais, je l'espère que ça a été clair. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Ça m'a pris quand même un petit bout de bien saisir un peu toute cette dynamique-là. Mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment de donner le plus
d'opportunités aux joueuses tout en empêchant les équipes d'être vraiment pas bons pendant longtemps et d'échouer une expansion. Je pense que c'est une façon de le voir. Et ouais, ben, moi je trouve ça intéressant. C'est un peu compliqué pour le consommateur, on va dire ça comme ça. Tu sais, moi par exemple, qui voudrais faire un draft, mettons un pool de hockey féminin, je regarderais ça, je serais comme, je vais peut-être attendre que tout arrête, puis je vais pouvoir voir les changements, puis je vais recommencer à partir de là. Ce qui est un peu poche à dire, mais c'est une façon de voir les choses. Mais moi, je trouve que c'est le fun d'autonomiser, ben pas d'autonomiser, mais de défendre un peu les droits des joueuses, déjà qui sont pas payées cher, autant bien maximiser les opportunités d'avoir un salaire un peu plus décent. Moi, je trouve ça intéressant. Ce qui n'est pas un enjeu du tout dans le sport masculin. Donc, à voir comment ça va se passer, tout ça. Et c'est ça, je pense que je vais faire un épisode, essayer de faire une explication de toutes les joueuses, où est-ce qu'ils sont allés, et d'explorer un petit peu toute cette dynamique-là. Donc, merci beaucoup pour votre attention. La semaine jeudi, on va clairement explorer un petit peu les trophées et... ouais, c'est ça, on va explorer un petit peu peut-être les trophées de la Ligue nationale qui ont été remis jusqu'à présent. Faudrait peut-être aussi que je parle un petit peu de la série Vegas et Hurricanes qui est assez fou dans la tête, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Mais sur ces belles paroles, je vous laisse et on se revoit ce jeudi. Ciao, ciao. Moi, je veux qu'il amène leur game. I'm down, not